À la une ce soir, 2 ans d'attente et un ras-le-bol ont conduit Jean-Hubert François, ancien président des jeunes agriculteurs, à s'enchaîner aux grilles de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Nous y reviendrons. Connaissez-vous la mine d'or d'Eau Plata installée à Saint-Élie? Le principal producteur d'or guyanais utilise une nouvelle méthode, la cyanuration, que nous vous présenterons dans cette édition. Comment sera la Guyane de 2048, au moins à travers les yeux des lycéens? C'est à cette question que les participants d'un concours photo organisé par le magazine Une saison en Guyane ont répondu. Des images à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Grosse colère pour Jean-Hubert François ce matin à l'ADAF. L'ancien président des jeunes agriculteurs, ulcéré par les délais de traitement de ses dossiers de demande de subventions européennes, s'est enchaîné aux grilles de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts pendant près de 3 heures. Ayodele Germain était sur les lieux. Rien n'y fait, Jean-Hubert François ne démord pas. Il est aux alentours de 10 heures quand il s'enchaîne à la balustrade du premier étage à l'intérieur de la direction de l'agriculture. Il sortait d'une réunion pour discuter de son dossier de demande d'aide européenne pour son exploitation agricole. Une demande qu'il a déposée depuis 2016 sans succès. Je n'accuse ni le préfet, je n'accuse ni le directeur de la DAF, ni son adjoint. J'attaque certaines personnes de leur service qui sont là et qui dès qu'ils voient un dossier estampillé François Jean-Hubert, c'est un dossier soit qui part à la poubelle, ou c'est une cabale. C'est une cabale. Tout ça, je sais que c'est de la vengeance. Vous voulez de la vengeance? Il n'y a pas de problème. Je vais attaquer personne, je vais tuer personne. La seule vie sur laquelle j'ai pouvoir, c'est la mienne. Le SAMU est sur place, la police a dressé un périmètre de sécurité. Une dizaine de sympathisants est à l'extérieur pour le soutenir. Il ne faut pas prendre ça à la légère, d'autant plus que nous avons eu par le passé un entrepreneur en Guyane même qui s'est donné la mort. Donc aujourd'hui, il faut que l'administration comprenne qu'il faut assouplir les démarches administratives, il faut assouplir les procédures administratives de manière à éviter ce genre de drame. C'est tellement difficile pour un jeune aujourd'hui de s'installer en Guyane dans l'agriculture. C'est quelqu'un d'assez honnête, d'assez humble. Et voir qu'il arrive à ce stade-là pour se faire entendre et se faire comprendre surtout. Voilà, comme il vient de me dire en 2 mots, c'est ni oui ni non. Donc au moins avoir une réponse claire, non on ne peut pas vous aider, ou oui d'accord votre projet sera concrétisé. Près de 3 heures se sont écoulées depuis le début de ce coup d'éclat. 3 heures durant lesquelles les négociations dans les bureaux ont abouti sur un accord. Nous avons pu apporter une réponse à ces 2 revendications. D'une part sur un dossier qui est en instruction chez nous et qui sera donc présenté dans le prochain comité d'instruction qui est le COSDA et qui aura lieu dans le courant du mois de juin. Et puis sur le sujet de la DJA qui concerne plusieurs jeunes agriculteurs qui sont dans des situations délicates au niveau de l'installation d'une activité agricole et pour lesquels ils ont un certain nombre d'obligations à satisfaire pour pouvoir bénéficier de la dotation jeune agriculteur. Et compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent et dont nous avons connaissance, nous sommes convenus qu'une demande de remise gracieuse pourra être portée. Elle sera portée d'ailleurs de manière générale. Les syndicats s'y sont engagés par les syndicats eux-mêmes. Jean-Hubert François détache enfin ses chaînes, réconforté par le maire de Montigny, Tony Grande, qui lui aussi a participé aux négociations. Quand on va tous commencer à se pendre, là vous allez commencer à voir qu'il y a vraiment un problème dans le pays. Et arrêtez de penser comme si que tous les jeunes ou les moins jeunes qui travaillent dans ce pays sont des fainéants comme ils veulent le faire croire. Le jeune agriculteur ressort visiblement éprouvé par ce bras de fer. Direction le site Dieu merci à Saint-Élie, où la société Eau Plata propose une méthode de cyanuration novatrice en Guyane. Cette technique, qui devrait être aussi utilisée dans l'exploitation de la montagne d'or, nous est présentée par Gaël Oassim.
À 120 km à vol d'oiseau de Cayenne, le site Dieu Merci, la plus grande mine de la société Oplata, innove par une nouvelle méthode de cyanuration. Construite de toutes pièces, cette nouvelle centrale aurifère devrait permettre l'extraction de 92% du minerai contre 35 à 40% auparavant. La méthode de cyanuration en elle-même n'est pas innovante, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est que Oplata s'est doté de ce complément chimique en aval de son procédé gravimétrique, parce que le procédé gravimétrique, qui était le seul utilisé en Guyane à l'heure actuelle, ne permettait de récupérer que 35 à 40% de l'or qui était contenu dans le minerai. Cette unité de cyanuration va nous permettre de récupérer 92% de cet or dans les rejets, et en conséquence notre modèle économique prend un virage vraiment à 180 degrés et va nous permettre de retourner vers un équilibre économique que nous recherchions lorsque nos teneurs en or de nos gisements étaient tombés à un niveau trop bas pour l'utilisation de la gravimétrie seule. Un modèle économique équilibré et une unité de production respectueuse de l'environnement, selon les dires du PDG d'Oplata. Alors cette unité se fait dans le respect total de la réglementation du code minier français. Nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires de la part de la DEAL et un arrêté préfectoral encadrant strictement le fonctionnement de cette usine. L'environnement est totalement respecté et vous savez très bien que l'environnement en France fait partie de la réglementation la plus dure que nous pouvons trouver en Europe. Pour la CTG, l'intérêt serait de démontrer tout le potentiel de notre sous-sol et les richesses en termes de développement industriel. Il s'agit d'une expérience à Saint-Élie, sur un territoire qui vise à reprendre une exploitation qui jadis fournissait un potentiel. Mais le but pour moi, c'est de démontrer que la cyanuration, il n'y a pas de risque zéro. Mais il y a surtout une volonté d'arriver à avoir un risque maîtrisé. Et je pense que dans ce cas d'espèce, c'est un pôle expérimental pour la Guyane. Et c'est pourquoi pour moi, il était intéressant que des partenaires nous accompagnent. J'en ferai d'autres également, de façon à comprendre qu'en Guyane, il y a une structuration à mettre en place sur la filière aurifère, notamment minière en Guyane. Un projet d'école des mines est envisagé dans les années à venir pour permettre aux Guyanais d'exploiter l'ensemble des ressources de notre sous-sol. Au chapitre formation, ce matin, l'Académie de Guyane signait une convention de partenariat avec les forces armées et la gendarmerie. Objectif, faciliter le quotidien des réservistes de l'éducation nationale et l'acheminement du fret à destination des établissements de l'intérieur de la Guyane. Complément d'information recueilli par Ayodele Germa auprès du recteur de Guyane. Avec le général de gendarmerie qui est ici, nous avons signé une convention où on augmente le nombre de jours de disponibilité des réservistes qui sont chez nous en éducation nationale. Ça sert à quoi? Ça sert évidemment à les rendre disponibles pour tous les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité, les questions d'insécurité aux abords de nos établissements. Donc c'est utile, donc ils bénéficiaient de 5 jours, et maintenant ils bénéficient de 21 jours de liberté, de libération. Ça permet comme ça de prendre en charge, dans le cadre de la convention, que vous connaissez, la convention évidence, de gérer un peu mieux les questions de sécurité. Mais à côté de ça, on a de nombreuses autres conventions qui ont été signées aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais prendre celles qui intéressent d'abord personnellement mes personnels, c'est-à-dire la convention avec le général ici présent sur le transport de fret sur les sites isolés. C'est-à-dire que la difficulté majeure aujourd'hui de nos personnels sur les sites, c'est de transporter leurs meubles quand ils s'installent, des choses comme ça. Donc on a signé une convention qui va nous permettre de donner à chacun de nos personnels 500 kg de fret à la rentrée, gratuitement, et ceci grâce évidemment aux forces armées de Guyane. Voilà les deux principales conventions. À côté de cela, nous en avons d'autres. Nous avons une convention avec le RSMA qui fait de la formation sur des jeunes qui sont souvent des jeunes de crochet de chez nous. Et donc nous avons mis à disposition un enseignant supplémentaire pour permettre de capter et de lisser la montée des effectifs qu'ils ont aujourd'hui à RSMA. Voilà, donc on fait de la formation, notamment sur l'apprentissage de la langue, dans le cas du RSMA. On préfère que ce soit des professeurs de chez nous qui ont la formation pour, et donc dans cette convention-là, on met à disposition un professeur supplémentaire. Restez avec nous, d'autres informations à venir dans votre journal. Nous irons à Kourou pour assister à la remise de prix d'un concours photo qui nous emmènera en 2048, avant de prendre la direction de la plage Gosselin, où un maillot géant a été organisé à l'occasion de la Journée nationale de la nature.
Mais avant cela, direction la Martinique, où quelques semaines avant le début des grandes vacances, voilà. un bilan des sargasses a été fait. Je vous laisse le découvrir avec nos collègues sur place. Voilà, Cap Chevalier, les sargasses sont arrivés. On avait quelques brindilles de sargasses qui débarquaient de temps en temps. Et puis là, comme vous pouvez le constater, il y a la masse de sargasses. L'immense nappe de sargasses, tant redoutée, est arrivée aujourd'hui. À Cap Chevalier, ce sont des dizaines de professionnels de la mer qui se retrouvent au chômage technique. Christian est excursionniste. Il a dû annuler sa journée. Aujourd'hui, j'avais un groupe d'une quarantaine de personnes que j'ai annulé. C'est arrêt total du jamais vu. Comme on peut le constater, là, pour le moment, si une deuxième nappe de sargasses arrive, ça veut dire que la baie elle est totalement fermée. Personne ne pourra plus rien faire. Les embarcations sont prisonnières des algues. L'activité est au ralenti. Même si certains tentent de quitter la baie, la majorité des marins-pêcheurs sont dans l'incapacité d'exercer. Il y a au moins deux semaines matin, sans traverser. Il y a trop de sargasses, je ne peux pas sortir. Et puis tout mon terme est abîmé. Chaque matin, je descends faire en route, grisser, nettoyer, et quand même, comme ça, des fois, il y a un problème plus parti. Tous les jours, il y a tiré plus de 15 camions de sargasses tous les jours, mais là, il y a 15 jours, le soir là, ils ont 20 qui avaient rentré. Alors, c'est tous les jours, ils ont tiré, et ça a toujours été de la même manière. Moi, je pense que l'État peut faire trouver une solution, puis ça peut empêcher les sargasses d'entrer en les côtes là ici. Côté terre, ce sont les restaurateurs qui souffrent de la présence des sargasses. Ici, sur les 100 couverts initialement réservés, seulement 40 ont été confirmés. J'ai au moins une cinquantaine d'annulations ce matin, des tables de 18, des tables de 22. J'ai 35 personnes aussi. Ils ont annulé parce qu'ils ont vu qu'il y a des sargasses à Sainte-Anne, à Cap-Chevalier. Ils m'ont expliqué qu'ils ont des problèmes de santé, donc ils ne veulent pas venir pour ça. À Lens-Michel, un restaurant n'ouvrira carrément pas ses portes. Depuis quelques semaines, la fréquentation est en chute libre et selon la propriétaire, le responsable est tout désigné. Tous mes appareils, télé, congélateur, micro-ondes tombent en panne. Et aujourd'hui, là, j'ai été voir la plage. Là, je suis tombée sous les fesses. Là, je ne sais pas à quel moment qu'on aura les améliorations. Là, en ce moment, on ne travaille pas. Face aux multiples cris d'alerte lancés par la population martiniquaise, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot se rendra sur place les 10 et 11 juin. Au chapitre politique, les élus guyanais pourraient enfin renouer avec le poste de député européen. En effet, si jusqu'à maintenant la désignation des 3 députés ultramarins était fortement liée au nombre de votants, ce qui nous excluait comparé à la population de nos voisins des Antilles ou de la Réunion, la donne a changé et l'ancien député européen Paulin Brunet est sur le plateau pour en discuter avec nous. Bonsoir Monsieur Brunet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous avez été député européen. Oui. Comment s'est passée votre élection? Alors, à l'époque, l'élection pour le Parlement européen était constituée de listes nationales. Chaque parti politique présentait une liste et avait un nombre de voix, et à partir de ce nombre de voix, avait un nombre de députés. Donc il fallait s'arranger pour être bien placé quand même, pour être élu. Dans les années 90, le système a changé. On a partagé la France en plusieurs grandes circonscriptions, je crois à peu près 10, et également des circonscriptions pour l'outre-mer. Ce qui faisait que dans les circonscriptions d'outre-mer, les candidats originaires de Martinique, Guadeloupe ou Réunion étaient forcément élus parce qu'ils avaient beaucoup plus de voix que nous, alors que les Guyanais n'avaient aucune chance d'être élus. Donc, le nouveau mode de scrutin qui ressemble à l'ancien, celui que j'ai connu, permettra à la Guyane non pas de s'imposer par le nombre de voix de ses électeurs, mais permettra à la Guyane de s'imposer par le poids personnel de ses candidats auprès des partis politiques. C'est ainsi que j'ai été sur la liste de la droite et du centre pour l'ensemble des départements d'outre-mer, parce qu'on m'a désigné pour ça. Madame l'ancienne ministre de la Justice, Madame Taubira, a été également élue sur la liste de Monsieur Tapi. Que pensez-vous donc de la disparition de cette circonscription ultramarine? C'est une bonne chose pour nous, parce que ça permettra au moins à un Guyanais qui va émerger
au sein des partis politiques nationaux de représenter la Guyane, non, de représenter la Guyane en quelque sorte au Parlement européen, ce qui avant nous était complètement interdit. Donc maintenant, les Guyanais, au sein des partis politiques nationaux, n'ont qu'à se débrouiller pour émerger, pour faire en sorte qu'ils puissent s'imposer sur le plan national. Alors, je pense que c'est possible parce que la Guyane n'a pas beaucoup d'électeurs, mais la Guyane a toujours fourni, par rapport aux autres départements d'outre-mer, des députés européens, on a eu 3, des ministres, on a eu 3, alors que la Martinique attend encore vainement son ministre ou son député européen. Est-ce que cette nouvelle méthode de désignation qui est discutée par nos amis et qui ne l'apprécient pas nos voisins ultramarins pourrait faire concrètement avancer les choses pour la Guyane? Vous savez, le Parlement européen en tant que tel n'a pas tellement de pouvoir. Le député européen a un pouvoir concernant l'action qu'il peut mener, le poids qu'il peut avoir auprès des autres membres du Parlement. Mais en tant que tel, le Parlement européen n'a pas un pouvoir législatif contrairement à son nom. C'est un Parlement, mais qui ne vote pas d'ailleurs. Que pensez-vous de ceux qui pensent que le mouvement En Marche, qui n'est pas très ancré dans les Outre-mer, a décidé de faire disparaître cette circonscription pour justement gagner ces 3 sièges qui sont maintenant laissés vacants? Non, il n'y a pas de siège laissés vacants. Non, pas du tout. La liste est composée, la France a à peu près 80 députés ou un petit peu moins, 80 députés. On va voter, chaque parti politique va présenter une liste et aura un nombre de députés en fonction du nombre de voix. Mais le fait que justement, ce sont les partis qui vont voter et plus les régions. Non, 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 non. Les partis politiques vont présenter. Je prends un exemple. On a eu l'élection à la CTG. Il y a eu la liste de M. Alexandre, la liste de M. Tenlong et bien d'autres. C'est en fonction du nombre de voix que ces listes ont que la liste a eu un certain nombre de conseillers. C'est pareil pour le Parlement européen. Donc chaque parti politique présentera une liste au sein de laquelle il pourrait avoir ou ne pas avoir un représentant des départements d'outre-mer. Et ça, il faudrait que les politiciens actuels s'activent pour avoir un poids suffisant afin de s'imposer au niveau national pour être sur la liste. C'est ce que j'ai fait en son temps. Mais ce qui est une bonne chose pour la Guyane, pourrait être un risque quand même, et on pourrait ne plus avoir du tout de représentants ultramarins. C'est un risque. Non, non, non. Parce que s'ils n'arrivent pas à s'imposer dans ces listes, mais justement. Attendez, il y a un espoir. Dans l'ancien mode de scrutin, dans les régions, on n'avait aucun espoir. De Guyanais. Le Guyanais n'avait aucun espoir. Martinique et Guadeloupéens, d'ailleurs, ils se sont partagés les postes. On n'avait aucun espoir parce qu'on n'avait pas assez d'électeurs. Donc maintenant que le candidat est désigné par le parti politique au niveau national, quelle que soit son origine, moi j'ai été désigné alors que je représentais un département qui n'avait pas beaucoup de voix. Mais j'ai été désigné parce que j'ai pu m'imposer au niveau du parti, au niveau national. Ce qu'il faudrait donc, j'appelle les pousses des partis politiques nationaux à faire en sorte qu'ils se distinguent, qu'ils s'imposent pour pouvoir être sur la liste au Parlement européen. Je fais confiance aux Guyanais. Nous conclurons sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, M. Brunet, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Retour en Guyane, on s'éloigne du Parlement, où demain, le GREN propose une session de recrutement dédiée au métier de l'animation. Leurs spécificités, ils sont tournés vers les connaissances et les savoirs locaux, les explications de Jeanne Caris. Demain en Graines Guyane se tient la session de sélection pour le parcours d'immersion métier de l'animation patrimoine de Guyane, durant laquelle les structures d'accueil vont pouvoir présenter la mission qu'ils proposent et durant laquelle les candidats pourront se positionner et être sélectionnés pour intégrer le parcours. Ce qui est proposé aux jeunes pendant ce parcours qui va durer 6 mois, de juin à décembre, c'est d'acquérir des compétences professionnelles et de découvrir les métiers de l'animation. En intégrant une structure d'accueil, d'être formé, donc par exemple la formation civique et citoyenne, la formation en premier secours et spécialité en milieu amazonien, et aussi le financement du BAFA et différents modules de préqualification. Il y a aussi le volet accompagnement pour que les jeunes puissent travailler sur leur projet professionnel et assurer le maximum de sorties positives. Un des avantages du parcours est qu'il va permettre aux jeunes participants de découvrir ou de redécouvrir le territoire en allant par exemple à Regina, à Saint-Laurent, à Montsinéry et sur les différents fleuves et villages de Guyane. Les candidats doivent avoir entre 18 et 25 ans.
être en recherche d'emploi et de formation et avoir envie de découvrir les métiers de l'animation autour des thématiques du patrimoine de Guyane. Le rendez-vous est donc donné demain, 10 h, au Graines Guyane. Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet. Direction la ville spatiale pour un bond dans le futur. 8 lycées ont imaginé la Guyane en 2048 à travers une série de clichés afin de remporter le concours photo organisé par le magazine Une saison en Guyane, mais surtout partager leur vision du territoire dans 30 ans, plus industrialisée, plus authentique. Comment sera la Guyane de 2048? Découvrons-la à travers la caméra de Pierre Tréfou et l'imagination des candidats. Un quartier autonome, un métro aérien ou encore une école flottante. Voici les projets imaginés par 8 lycées de Guyane pour le concours organisé par le magazine Une saison en Guyane. Depuis 2011, le magazine organise un concours journalistique dans les établissements scolaires. Entre utopie et projets réalistiques, 5 idées ont été retenues. Notre projet, c'était de faire des quartiers autonomes, que ce soit en énergie, que ça puisse gérer ses eaux usées par eux-mêmes. Qu'on n'ait plus besoin d'exporter, d'importer des produits ou autres, qu'on puisse se débrouiller, que la Guyane soit autonome en énergie, en tout. On espère qu'en 2048, ça sera le cas. Mais bon, chaque famille résidente dans l'immeuble aura son petit jardin potager et qui les nourrira principalement. Ils n'auront pas besoin d'acheter des produits, d'autres produits, ce sera complémentaire. Acteur dans l'aérospatial et les nouvelles technologies, le CSG était partenaire du concours. L'occasion pour eux de rappeler l'importance de la recherche de projets d'avenir et de son implication dans le développement de la Guyane. Oui, c'est toujours important de participer à ce genre d'événements qui permettent de sortir un petit peu de notre technique et de voir un petit peu le fonctionnement de la Guyane et surtout les jeunes qui sont la force vive et qui seront notre futur aussi. Il y a effectivement beaucoup de projets qui mettent en avant l'environnement, qui mettent en avant le développement technologique, la maîtrise de l'énergie. Je crois que pour la Guyane, la maîtrise de l'énergie est un facteur très très important pour le futur. Donc tout cela seront très intéressants. L'habitat, ce sont tous les problèmes que l'on peut connaître aujourd'hui. L'énergie, l'habitat, la maîtrise de l'environnement. Au total, 15 projets ont été présentés par les lycéens pour répondre à la problématique de que sera la Guyane en 2048. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison en Guyane. Un mot de culture avec l'ouverture ce vendredi de la 8e édition du Festival de théâtre amateur. Organisé à Macoya, il vous proposera de nombreuses pièces, mais je ne vous en dis pas plus. Les détails de Marianne Félicité, directrice du théâtre de Macoya, présentée au micro de Pierre Tréfou. Nous fêtons les 10 ans de la compagnie, c'est la fin, c'est le final. Il y aura une soirée dansante le samedi auquel on invite également toute la population. Et puis cette année également, nouveauté, nous mettons en un concours, enfin un prix spécial du jury qui récompensera la compagnie, qui aura eu le coup de cœur. Ça s'appelle le prix coup de cœur du public. Et donc c'est une organisation qui va se mettre en place un petit peu tout le long et dont l'apothéose sera le dimanche à la fin du festival. On saura quelle est la compagnie qui a été élue du cœur du public. Et puis cette année aussi, particulièrement, ça a été l'année de Madame Rosange Blérald, qui a œuvré dans le théâtre en tant qu'auteure. Elle a écrit beaucoup de pièces, notamment en langue créole, donc qui ont été portées à la scène. Et bien, notre intérêt s'est porté donc sur cet aspect du travail de Madame Blérald pour la mettre en honneur. Et puis, donc du coup, pouvoir mettre en place aussi une table ronde sur ce sujet. Donc, quelle est la place aujourd'hui donnée ou à donner aux langues régionales dans le théâtre, je dirais même dans le spectacle vivant en Guyane. Avant de clôturer ce journal, je vous propose de découvrir les images d'un maïouri géant organisé dans le cadre de la Journée de la Nature. 3 tonnes de déchets ont été récoltées ce dimanche par l'association Sea Shepherd. Ayodele Germa a elle aussi donné de sa personne. La plage de Gosselin, sa lagune et sa vue imprenable sur les 3 îlets. Un paysage idyllique gâché par l'incivilité de certains usagers. Sacs plastiques, bouteilles, canettes, les restes de pique-nique laissés à l'abandon.
Le message, c'est quand nous, on utilise notre temps libre pour ramasser le déchet des autres, il n'y a aucune raison de jeter ces déchets. Il y a des poubelles ailleurs, il y a des... Voilà, donc on espère un peu motiver les gens et montrer qu'on est tous responsables de nos plages. Elles sont magnifiques et autant les conserver aussi belles que ce qu'on verra dans 2 heures quand il n'y aura plus de déchets. À l'issue de ce Mayuri, 3,2 tonnes de déchets ont été récoltés sur cette plage. C'est la 2e action du genre menée par l'antenne guyanaise de Sea Shepherd, installée en Guyane depuis février dernier. Tout simplement, l'océan vivant, c'est ce qui régule le climat. Donc on le voit bien aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est aussi dû en partie au fait qu'on abîme l'océan et qu'on l'épuise de ses ressources. C'est la base de toute vie, l'océan. La vie vient de l'océan, donc forcément on a un lien avec lui. Et si l'océan meurt, on meurt par la suite parce que la base de la vie a été coupée. Et quand on coupe la base de quelque chose, le reste s'effondre. Sea Shepherd Guyane est en phase d'enquête sur la pêche illégale, sur les tortues marines également. L'association prévoit de nombreuses actions. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 28 mai. 2 ans d'attente et un ras-le-bol ont conduit Jean-Hubert François, ancien président des jeunes agriculteurs, à s'enchaîner aux grilles de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Nous y étions. Connaissez-vous la mine d'or d'Eau Plata installée à Saint-Élie? Le principal producteur guyanais s'est tourné vers une nouvelle méthode, la cyanuration, que nous vous avons présentée dans cette édition. Comment sera la Guyane de 2048, au moins à travers les yeux des lycéens? C'est à cette question que les participants d'un concours photo organisé par le magazine Une saison en Guyane ont répondu. Des images que vous avez découvertes dans ce journal. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.